De l'eau chaude jaillissant des profondeurs, des glaciers gigantesques d'où sortent des icebergs en permanence, des fjords successifs baignés par une mer glacée. Pour changer des étés caniculaires, je vous emmène vous rafraîchir plein nord, direction l'Islande. Décollage de l'aéroport international de Reykjavik, qui se trouve en réalité à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de cette capitale. Donc pour être précis, décollage de l'aéroport de Keflavik. J'ai choisi un petit Cube Crafter X-Cube avec des skis, histoire de pouvoir se poser en tout temps au cas où une tempête de neige se lève, on sait jamais. On va faire un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, passer voir Geysir, la capitale des geysers, les îles Vestman au sud, l'immense glacier de Vatnajökull, les fjords de l'Est, les cascades de Dettifoss dans les hautes terres du nord, un petit clin d'œil du simulateur à Kvitkersur, les fjords de l'Ouest, puis retour à Reykjavik via le mont Snæfellsjökull. Et là déjà on se rend compte d'un souci qui m'a donné quelques grands moments de solitude en préparant cette vidéo, c'est que l'Islande c'est le pays des noms imprononçables. Et je parle même pas des deux caractères inconnus dans l'alphabet romain, le th comme le th anglais mais de manière dure, et le the toujours comme le th anglais mais de manière douce. J'ai donc dû apprendre un minimum de prononciation islandaise, je vous laisserai juger du résultat et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On est parti vers le sud, et déjà là-bas un joli petit lac vert près de la plage de Sandvik. Ouais, ça c'est trop facile à prononcer. Température moyenne de l'eau en hiver 5 degrés, en été 10 degrés. Mais la plage en tenue d'esquimau c'est certainement une expérience très intéressante. On va maintenant partir à gauche vers l'est et on est toujours dans la région de Reykjavik et là-bas on voit un petit lac bleu, c'est le Lagon Bleu. Un lieu très touristique malgré la proximité avec une centrale géothermique. En effet, ce petit lac est naturellement chauffé par l'eau qui remonte du sous-sol volcanique, ce qui permet une baignade au chaud dans un paysage minéral noir assez unique. On peut nager d'un endroit à l'autre et vous pouvez comme ça choisir la vitesse de cuisson que vous cherchez, et ce, même en plein hiver sous la neige. Voilà ce que ça donne en vrai avec cette eau naturellement bleue et surtout chaude. Ce lieu permet de comprendre la magie islandaise. Cette grande île, en fait, c'est le seul endroit émergé de ce qu'on appelle la dorsale médio-atlantique. C'est cette grande faille au fond de l'océan Atlantique qui va quasiment du pôle sud au pôle nord, à la rencontre entre la plaque tectonique Afrique-Europe d'un côté et Amérique de l'autre côté. Cette fracture entre ces deux immenses plaques tectoniques traverse toute l'Islande du sud-ouest ici, là où on est, au nord-est où on ira tout à l'heure. Et cette fracture s'accompagne de multiples volcans aujourd'hui encore actifs, des résurgences d'eau chaude comme ici, ou des geysers. Voici maintenant la côte sud et les petites falaises de Røynsvik. En remontant un peu dans les terres, voici le lac de Kleifarvatn, qui a la particularité d'avoir perdu l'essentiel de son eau suite à un séisme en l'an 2000. On va revenir vers la côte sud tout en gardant la direction vers l'est pour trouver l'embouchure de l'Ölfusá. Ici commence le pays des geysers. Les Islandais appellent cette région le Cercle d'Or, avec les trois spots les plus touristiques d'Islande, le Þingvellir, siège du Parlement historique, Geysir et ses geysers, et la chute d'eau de Gullfoss. On va directement pointer vers Geysir. C'est là-bas, ce petit village à droite de la butte. Le lieu le plus connu avec tous ces geysers, c'est juste après le village. Mais là, dommage sur le simulateur, il n'y a pas de jet d'eau bouillante jusqu'à 35 mètres de haut. Ceci dit, dans la vraie vie, ça arrive que toutes les 10 minutes environ. C'est loin d'être un spectacle continu. Allez, pour voir à quoi ça ressemble en vrai, rien de tel qu'une petite photo. Après ce village qui a donné son nom au geyser, on va maintenant aller un peu plus loin pour voir la cascade de Gullfoss sur la rivière Kvitá. Alors là encore sur le simulateur ça manque un peu de panache si je puis dire, puisqu'il y a toujours un panache de vapeur au-dessus des chutes d'eau. La cascade de Gullfoss c'est une double chute avec une marche de 11 mètres suivie d'une marche de 21 mètres. Je vous rappelle quand même que 21 mètres ça fait un immeuble de 7 étages. Cette deuxième chute elle tombe dans une gorge étroite qui se prolonge sur plus de 2 km. Cette gorge, c'est ce qu'on voit là, pile sous l'avion. Allez, une petite photo pour vous montrer cette chute qui tombe dans une gorge. Et regardez, là en avion, on passe au-dessus de cette chute de Gullfoss. Allez, maintenant on va quitter le Cercle d'Or, virage à droite pour revenir en direction du sud-est. Une cinquantaine de kilomètres plus loin, on voit apparaître un sommet enneigé. C'est le volcan Hekla, dont le nom signifie la montagne au manteau. C'est à cause de la neige et des nuages qui entourent le plus souvent le sommet. Il culmine à 1491 mètres, mais avec une éruption tous les 50 ans environ, ce sommet change parfois de forme et surtout de hauteur. La dernière éruption d'ailleurs date de l'an 2000, et chaque éruption est assez destructive parce que explosive et suivie de beaucoup de lave. Ce sommet marque aussi l'entrée dans une région, attention, prendre ses respirations, le Landmannalaugar, qui s'étire en face de nous vers l'est. C'est un paysage minéral et coloré, au milieu des coulées de lave et des scories,
tout ça recouvert de mousse à certains endroits, avec des multiples résurgences aussi, avec des fumerolles, des sources chaudes. C'est un des paradis de la randonnée, du moins pour ceux qui ont le courage de se lancer dans ce paysage sans fin. Allez, retour au sud le long de la côte, on va maintenant aller voir les îles Westman, littéralement les îles des hommes de l'Ouest. C'est un chapelet de toutes petites îles, plus une plus grande île, l'île principale et qui est la seule habitée, c'est l'île Eimei. Elle est là juste devant l'avion. Cette petite île a deux particularités, elle héberge un club de foot prestigieux, du moins au niveau du championnat islandais, et elle s'est agrandie d'un tiers en 1973 lors d'une éruption d'un volcan de l'île pourtant éteint depuis 6000 ans. Ici on peut voir le volcan rougeâtre et les nouvelles terres encore noires et peu occupées. Ça correspond à cet agrandissement de l'île dans la mer il y a 50 ans. Et à l'époque, exactement 5237 personnes ont été évacuées en quelques heures sous les cendres brûlantes après la formidable explosion qui a annoncé le réveil du volcan. On revient vers la terre en passant au-dessus de la baie de Holtsos pour aller vers cette montagne couverte d'un glacier là-bas en face. Ça ressemble à un coin paumé et glacé, mais c'est un des endroits les plus connus du monde pour ceux qui s'intéressent à l'aéronautique. C'est le fameux volcan qui a interrompu tout le trafic aérien sur une partie de l'hémisphère nord du 14 avril au 20 avril 2010. Une semaine sans avion dans le ciel, il n'y a que pendant le Covid qu'on a connu ça à nouveau. Et souvenez-vous aussi des sueurs froides des présentateurs télé et radio qui devaient prononcer son nom, Eyjafjallajökull. Ce qui veut simplement dire en fait le glacier Jökull sur les montagnes, Fjalla, proche des îles, Eyjafjallajökull. Les îles n'étant autres que les îles Westman que nous venons de voir. On va reprendre le tour de l'île par la côte sud et faire un petit saut d'une cinquantaine de kilomètres pour rejoindre le début de l'immense glacier de Vatnajökull. Maintenant qu'on sait que Jökull veut dire glacier, c'est plus facile à prononcer. L'endroit où ce glacier rejoint la mer est maintenant un petit lac. C'est un gros spot touristique, bien que éloigné de Reykjavik de près de 400 km. En effet, c'est un des rares endroits au monde où en tant que touriste on peut voir la naissance d'icebergs. C'est la lagune glaciaire de Jökulsárlón. Alors sur le simulateur, on voit pas d'iceberg, juste quelques taches blanches là sur l'eau, mais on voit très bien le front vertical du glacier comme une falaise de glace. Et comme un glacier ça avance constamment, on imagine bien les blocs de glace qui se détachent avec fracas et partent vivre leur vie dans le lac qui est ensuite ouvert sur la mer. En photo, regardez ce que ça donne. Ce lieu spectaculaire a aussi servi de lieu de tournage pour plusieurs gros films américains tels que Tomb Raider, James Bond ou Batman. Ici par exemple, on voit un petit extrait de Tomb Raider, c'est censé se passer en Sibérie, mais en fait derrière on voit bien ces icebergs et au loin le glacier de Vatnajökull. On va maintenant prendre un peu d'altitude et remonter le glacier. On voit bien ici cette immense coulée figée de glace qui s'étend sur des dizaines de kilomètres, difficile même d'imaginer que ça avance régulièrement. Ce glacier de Vatnajökull, c'est le plus grand glacier d'Europe, il fait à peu près la surface de la Corse. Ici, c'est qu'un seul bras de ce glacier. D'ailleurs, si vous regardez une photo satellite de l'Islande, vous verrez cette immense tache blanche au sud-est de l'Islande. Pour info, à certains endroits, la glace atteint 1 km d'épaisseur. Une centaine de kilomètres plus loin, voici son extrémité orientale. On s'approche maintenant de la côte est de l'Islande. Encore quelques montagnes et nous voici au niveau des fjords de la côte est de l'Islande. On commence par le fjord Djúpivogur. Ouf. Ces fjords sont des lieux préservés car ayant vécu en autarcie pendant des siècles dans des conditions très rudes. La principale activité c'était la pêche, en particulier la pêche à la morue, comme raconté dans le célèbre livre Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Chaque fjord avait sa petite communauté de pêcheurs locaux et surtout son réseau de pêcheurs étrangers qui venaient se ravitailler régulièrement. Un peu plus au nord, voici Breiðdalsvík et sa grande digue qui ferme la baie pour laisser passer la route numéro 1. Cette route numéro 1, je n'en ai pas encore parlé, mais en fait on la suit à peu près depuis le début. C'est la route qui fait tout le tour de l'Islande par la côte. Elle fait 1339 km de long et n'a été achevée qu'en 1974. Et ici, les fjords de l'Est, ça fait partie des tout derniers tronçons. En même temps, quand on voit ce tronçon en bas à droite de l'écran, on comprend que la route n'a pas été simple à construire. On va maintenant laisser cette série de fjords de l'Est et partir en virage à gauche, direction ouest, pour une grande traversée à travers les hautes terres, ces régions inhabitées du centre de l'Islande. 150 km plus loin vers le nord-ouest, nous voici en vue des gorges répondant au doux nom de Jökulsárljófur, abritant la magnifique chute d'eau de Dettifoss. C'est la plus grosse chute d'eau d'Europe, large de 100 mètres et haute de 45 mètres, représentant un débit jusqu'à 600 mètres cubes par seconde. Imaginez 15 poids lourds qui tombent chaque seconde, c'est ce que charrie cette chute d'eau. À nouveau, petite déception dans le simulateur, il n'y a pas suffisamment de précision pour la voir. Donc voici ce à quoi elle ressemble en vrai. Juste après, on voit ces gorges avec leur magnifique nom. Allez, je réessaye. Jökulsárljófur. Petit coup d'œil sur la carte. On va continuer le long de la côte nord en direction de l'ouest pour aller directement au bout des fjords du nord.
On rejoint ainsi la baie de Unaploi. Ce n'est pas pour observer les phoques, très nombreux dans cette baie, mais pour un petit clin d'œil du simulateur, un des rares points d'intérêt d'Islande représenté en 3D en détail. Il s'agit ici du rocher percé de Kvitserkur, un rocher de basalte de 15 mètres de haut. La légende dit que c'est un troll figé, surpris par le lever du soleil. On va continuer vers l'ouest en remontant aussi un peu vers le nord pour trouver la série de fjords du nord-ouest. En face de l'avion, on voit qu'il y a une espèce de grande mer intérieure qui baigne l'entrée de tous les fjords à gauche tournés vers le nord-est. Cette mer intérieure peut être vue comme un grand fjord principal, c'est l'Isavjatardjup. Il baigne tous les fjords secondaires qu'on voit ici derrière l'avion. On est arrivé ainsi tout au bout du nord-ouest de l'Islande, on va maintenant redescendre vers le sud. On va ainsi tomber sur un grand fjord en forme de Y, c'est l'Arnarfjörður, littéralement le fjord de l'aigle qui s'enfonce de plus de 30 km dans les terres. Sa grande taille a amené les premiers habitants à imaginer des monstres marins. Et du coup aujourd'hui on peut même visiter un musée qui imite à la perfection une approche scientifique en décrivant tous les monstres marins qui peuplent ce fjord. En continuant vers le sud, on va maintenant traverser un grand bras de mer pour atteindre au loin la péninsule Snæfellsnes, dominée par le sommet qu'on voit au loin, le mont Snæfellsjökull. C'est sur cette montagne que Jules Verne a situé le point de départ de son roman Voyage au centre de la Terre, qui raconte comment un petit groupe découvre les entrailles de la Terre, des lacs de lave et autres champignons géants. On va bientôt terminer notre tour de l'Islande en passant au-dessus de Reykjavik, la capitale. Petit coucou en passant sur la petite ville d'Akranes, reliée à Reykjavik par un tunnel qui passe sous un grand bras de mer. Et voici donc la seule ville qu'on connaît en Islande, la capitale Reykjavik. Cette agglomération accueille 200 000 habitants, sachant qu'il y a 370 000 habitants au total en Islande, ça fait que plus de la moitié des Islandais habitent ici. On arrive par le vieux port, un des endroits les plus animés de la ville. Sur la gauche, ce grand bâtiment représenté comme un immeuble marron dans le simulateur, c'est la Harpa. C'est un grand complexe de concerts et conférences avec restaurants et magasins. Le voici ici en vrai en photo. Il a été inauguré en 2011 avec comme ambition de devenir l'icône de la ville au même titre que l'opéra de Sydney. En virant légèrement à gauche, la grande église moderne, c'est la Hallgrímskirkja, superbement reproduite dans le simulateur. C'est une église luthérienne construite entre 1946 et 1986. Pour l'instant, en fait, c'est encore elle qui est le symbole de la ville. Elle est présente sur toutes les cartes postales et les guides touristiques. C'est pas encore la Harpa sur le vieux port. Toujours un peu dans l'intérieur de la ville, voici le Perlan, un dôme de verre qui coiffe depuis 1991 6 anciens réservoirs d'eau chaude géothermique. Maintenant, ils sont vides, bien sûr. Le tout abrite aujourd'hui un grand musée sur la nature islandaise avec tunnels de glace artificielle, aurore boréale et cinéma 360 degrés. Reykjavik abrite aussi son petit aéroport, aujourd'hui utilisé pour les vols domestiques et les voyages d'affaires. Mais vu la taille de notre avion, cela devrait suffire à atterrir malgré cette piste courte. Il est temps maintenant de vous remercier d'avoir fait ensemble ces 1500 km autour de l'Islande, cette île magnifique qui mêle la glace et le feu, sachant que le mélange des deux est parfois explosif et pose des problèmes aux avions. Et encore merci d'avoir voyagé avec Pascal Airlines, la seule compagnie qui vous fait voyager dans des endroits aux noms imprononçables.